Salut, alors moi c'est Steve et je reviens tout juste d'une année sabbatique. Alors je suis parti de Ushuaïa jusqu'à Cuba et ensuite de Téhéran jusqu'à Bornéo. Je vais vous parler un petit peu des moyens de transport que j'ai utilisés et des petites galères que j'ai eues sur la route parce que j'en ai eu. Alors quand je suis parti, j'avais pas trop d'idées de tout cet itinéraire, je suis juste parti à Santiago, j'avais juste envie d'acheter d'un van, chose faite assez rapidement avec un mec en train de manger un sandwich dans la rue et je deviens l'heureux propriétaire de ce magnifique van. Du coup, à partir de là, je descends en Patagonie, c'est hyper cool. La nuit, je m'arrête, le ciel est dingue en Patagonie, on voit les étoiles. Je croise pas mal de lamas sur la route que j'évite d'écraser parce qu'ils sont sympas. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ce van, en fait, il est aussi vieux que moi, il est de 1994. Avec un van comme ça, et ben, t'as pas mal d'emmerdes en fait. Parce que j'ai le droit à tout, j'ai tout pété, l'alternateur, le démarreur, la batterie. Je me suis fait tracter sur 50 km en Patagonie. Je suis resté 15 jours bloqué dans une ferme à attendre des pièces qui sont jamais arrivées. J'ai un peu galéré, mais le point positif, c'est que j'ai appris à dire jointulas en espagnol, et ça, je pense qu'il n'y a personne dans la salle qui le sait. Ça va? Empecatadore de culata. Bon. Une fois qu'on sait ça, vous vous doutez bien, j'ai abandonné mon van sur un parking à Santiago et j'ai continué en stop. C'était un petit défi personnel. En plus, c'est économique et écologique. Du coup, je suis remonté jusqu'au nord de l'Amérique du Sud. Là, c'était kiffant, sans problème. J'arrive en Colombie, mais on ne peut pas passer la frontière terrestre avec le Panama parce qu'il y a les FARC et les narcotrafiquants, donc c'est un petit peu tendu. J'entends parler d'un petit plan qui longe la frontière avec des bateaux, ni une ni deux, me voilà dedans. On quitte la Colombie sans souci. Je monte dans un bateau avec des Cubains, métis comme je suis, ils me prennent pour un des leurs. Les mecs, au bout d'une heure, je me dis, c'est bizarre, on n'a toujours pas passé le poste de frontière panamérienne. Ils me font, ah mais t'es pas cubain? Ah bah non. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, je suis monté sur un bateau avec des mecs qui passaient la frontière illégalement. Petit moment de malaise. Du coup, après ça, j'arrive en Amérique centrale, et en fait, l'Amérique centrale, elle me réserve quelques surprises. J'arrive au Nicaragua, et là, soulèvement de la population, c'est le bordel. Guerre civile, checkpoint tous les 20-30 km avec des mecs cagoulés AK-47 dans les mains, j'emmène pas là, je galère. Mais bon, je finis par enfin sortir du pays. Et du coup, je me dis, j'espère que le reste de l'Amérique centrale va être cool. Et ben non, j'arrive au Guatemala et boum, grosse éruption volcanique, tout l'ouest du pays sous les cendres, on peut rien faire. Je suis un peu, je me dis, putain merde, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais? Et du coup, je change un petit peu d'idée. Et du coup, je me dis, tu sais quoi, pourquoi pas aller à Cuba? Et là, du coup, direction Cuba. Et en fait, Cuba, c'est le paradis pour les autostoppeurs. Ma première fois où j'arrête un sidecar, la première fois où je monte dans une décapotable, mais au-dessus et en dessous parce qu'il n'y a pas de plancher. Une autre fois aussi, j'ai réussi à l'exploit d'arrêter un gocho, c'est un cavalier, et monter avec mon sac à dos sur son cheval accru. Ça, c'était assez énorme quand même. Bon, après tout ça, du coup, direction l'Iran. Et là, une nouvelle problématique se pose, en fait, c'est que je lis pas le farsi. Hein. Ça se lit de droite à gauche, c'est écrit en arabe, je comprends rien. Je peux pas écrire sur une pancarte, je peux pas parler avec les conducteurs. Je suis un petit peu en galère et ça m'amène dans des situations un petit peu difficiles, comme cette fois où moi je vais aller au port, le mec il comprend aéroport, j'ai beau lui faire boat, sea, wave, le mec il en démord pas, on commence à s'embrouiller, ça devient tendu, le ton monte, le mec me sort un couteau, je suis un peu tendu, je finis par sortir de cette voiture moyennant un petit coup de couteau dans les fesses. Bon, au final je me suis dit à partir de là, je vais essayer d'un petit peu mieux choisir les voitures que j'arrête, et c'est comme ça que à la frontière turkmène, je tombe sur deux Fiat Punto orange et jaune qui font le Mongol Rally. Et le Mongol Rally, c'est une course qui part de Londres pour aller jusqu'en Mongolie. Et du coup, je deviens le membre honoraire de pas mal d'équipages et le hitchhiker français qui arrête toutes les voitures bizarres qui passent. Hein. Du coup, là, c'est plutôt cool parce que c'est plutôt safe, bonne ambiance, mais bon, il m'est quand même arrivé des petites emmerdes avec eux, comme cette fois où on utilise un drone au Turkménistan. Pas de chance, en fait, on est à moins de 3 km d'une base militaire. Les G.I. Joe qui débarquent en pleine nuit en criant Spy, Spy, on comprend pas ce qui se passe. Clic-clac, les menottes, tenue orange, on part en prison. 3 jours d'interrogatoire, on comprend pas trop. On a enfin le droit de passer un coup de téléphone à l'ambassade qui nous sort de là. On est ramené en convoi militaire jusqu'à la frontière. Et ça, c'était que la première fois que j'avais affaire à l'ambassade, parce qu'ensuite, je suis au Tadjikistan en train de faire du stop sur la Pamir Highway à 4500 mètres d'altitude quand je reçois un SMS qui me dit qu'il y a une attaque terroriste visant des touristes sur cette même route. Du coup, je balise un peu, et du coup, la personne qui viendra me sauver, c'est un bus impérial anglais sur des routes défoncées qui fait le Mongol Rally, en fait, et qui vient complètement... C'est assez impressionnant. À partir de là, je me dis, je vais aller partir me ressourcer dans les montagnes kirghizes. 10 jours de trek, c'est cool, et ça faisait longtemps que je n'avais pas porté mon sac, alors quand j'ai croisé le regard d'un âne, j'ai fait direct, vas-y, je l'achète. Du coup, je l'ai appelé Cannabis, hein, vous comprendrez la référence. Hein. Cannabis ah, j'en ai fait voir de toutes les couleurs à cet âne. Hein. Mais bon, en vrai, il était cool et il me manque. Hein. Et ce qui me manque aussi, c'est les îles paradisiaques en Asie. Parce que qui dit île paradisiaque dit nouveau moyen de transport, mais les bateaux de touristes, très peu pour moi. Du coup, je me retrouve à monter sur un bateau de marchandises
entre les fringues, le riz et la viande plus ou moins fraîche, à échanger un paquet de bière avec le capitaine qui conduit plus ou moins droit, et on finit par arriver à destination. Bon, je ne peux pas vous parler de l'Asie sans vous parler du scooter, parce que j'ai bouffé au moins 5000 km de scooter sur tout type de route, et comme sur la plupart du temps, comme sur cette photo, eh ben, on voit rien entre la pollution, la poussière, la visière de merde et le brouillard. C'est un petit peu la galère, hein, mais ce qui est hyper cool en scooter, c'est que tu peux aller où tu veux, quand tu veux, comme cette fois où je me suis perdu dans un monastère bouddhiste au fin fond du Myanmar. Quand je suis arrivé et que je leur ai dit que j'étais français, ils m'ont accueilli à coups de Mbappé, Mbappé, Coupe du Monde oblige. Hein. Et du coup, après un petit foot, je leur ai dit que je bossais dans l'aéronautique. On est parti en concours d'avion à papier. Je me suis fait défoncer par les petits moines qui étaient bien meilleurs que moi. C'était quand même assez fun. Du coup, voilà, moi, pendant ce voyage, j'avais vraiment envie de partir à la voiture sans rien prévoir, et c'est vraiment ce que j'ai pu faire. Et tous les jours, c'était un peu une nouvelle aventure avec plein de galères qui, au final, sont des histoires super cool à raconter. Et j'ai vraiment kiffé mon voyage tous les jours, et j'ai envie de repartir maintenant.